Il faut toujours se dire que la sécurité, c'est une sorte de grande chaîne et sa résistance globale est liée à son maillon le plus faible. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça qu'un bon système d'information, c'est un système d'information protégé par l'ensemble de ses utilisateurs, où la culture a été diffusée. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui nous allons parler cybersécurité avec mon invité Florian Simoneau, administrateur infrastructure cloud et DevOps de MySeriousGame. Bonjour Florian. Bonjour Clément. Alors tout de suite on va commencer avec un petit test. Quel est mon mot de passe ? Admin 1, 2, 3, 4. Ah, comment tu sais ? Non, c'est le nom de mon chat avec mon année de naissance. Exactement. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ce podcast est fait pour vous. On va parler cybercriminalité, comment s'en protéger, tes tips and tricks pour protéger une structure comme la nôtre ou comme la vôtre. Avant tout, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelle est l'histoire de la cybersécurité et pourquoi elle est si cruciale de nos jours ? Eh bien, l'histoire de la cybersécurité, c'est étroitement lié à l'histoire d'Internet et au monde des objets connectés. C'est-à-dire que maintenant, on parle de cyberespace. Donc, le cyberespace étant tout ce qui est connecté et interconnecté. Et pourquoi c'est devenu un enjeu ? Parce qu'on s'est mis à faire de l'argent grâce à Internet. Et là où il y a de l'argent, il y a de la criminalité. Et comment ces attaques ont évolué avec le temps ? Elles ont évolué en même temps qu'Internet, j'imagine. Eh bien, ces attaques, elles sont organisées. Effectivement, elles ont suivi la croissance d'Internet. Donc, plus Internet engendrait d'argent, plus les systèmes d'information étaient importants pour les entreprises et étaient un outil vecteur d'argent et de business. Plus les attaques se sont organisées, plus les outils se sont renforcés et plus on a été victime de cybercriminalité. Tu peux nous parler de ces attaques, elles consistent en quoi en fait ? Il y a différents types d'attaques différentes ? Oui. Alors c'est assez intéressant. On a beaucoup de typologies d'attaques, mais je vais en lister les principales, celles dont nous sommes le plus victimes. En premier lieu, je parlerai du rançongiciel, donc autrement appelé ransomware. Je vais essayer de faire le moins possible d'anglicisme, mais on n'y échappera pas comme tout podcast où on parle un petit peu technique. Donc le rançongiciel, qu'est-ce que c'est ? Le pirate va s'introduire dans notre système d'information et va avoir accès à nos données. Et ces données, il va les chiffrer, nous les rendre impossibles d'accès et d'utilisation, et il va nous dire écoutez, contre cette somme, je pourrais vous redonner l'accès à vos données et nous pourrons faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc ça c'est une attaque qui est très en vogue parce que beaucoup trop d'entreprises payent encore. C'est absolument pas les recommandations des organismes officiels. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut pas payer, mais du coup, comment on fait ? Il faut pas payer. Il faut tout de suite en parler à l'ANSSI, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est notre organisme gouvernemental auprès duquel nous trouverons forcément un bon interlocuteur. Et il faut absolument communiquer auprès de ses utilisateurs, parce que si on a des utilisateurs et que nos données sont corrompues, ils peuvent être à leur tour en être victimes. On parle beaucoup d'attaques en chaîne, hein, c'est souvent l'idée. Une fuite quelque part peut amener une attaque autre part. Et il faut pas payer, surtout pas, parce que si on paye, on donne un prétexte pour recommencer. Donc l'idée c'est de ne pas payer, sans prévenir, et après il y en aura de moins en moins. Mais si on ne paye pas, on est sûr de retrouver quand même l'accès à nos données ? Comment ça se passe ? Possiblement, on peut ne pas retrouver l'accès à nos données, mais si on paye, possiblement, on peut ne pas retrouver l'accès à nos données non plus. Étant donné que notre interlocuteur, c'est un cybercriminel, on est sûr de rien. Bon, le mieux, c'est de pas se faire pirater. On va savoir après comment. Mieux, c'est pas se faire pirater, voilà. Effectivement. J'imagine qu'il y a d'autres types d'attaques, tu peux nous lister ? Oui, bien sûr. On parle beaucoup d'hameçonnage, de phishing. Donc là, c'est de la pêche au gros. Hein. C'est tous les mails qu'on reçoit à titre personnel. On peut parler d'hameçonnage ciblé, spear phishing. Là, c'est plus, je reçois un mail soi-disant de mon directeur, manager, qui est en déplacement à l'étranger et a besoin d'informations, d'un virement, etc. C'est un petit peu plus travaillé, mais ça reste très automatisé et c'est de
c'est de la pêche au gros, même si c'est ciblé. Alors après, attention, ça peut aller très loin dans le ciblage. On peut avoir un profilage, on peut avoir plein de choses qui nous amènent à croire que l'information et la demande est réelle, et on peut tous se faire avoir. On a un autre type d'attaque qui s'appelle l'attaque de déni de service. L'attaque de déni de service, alors elle est beaucoup plus typée technologie. Ça va être, on sature le service. Donc ça peut être le réseau, le site internet. C'est simplement, faut s'imaginer, on a une boutique et on va faire passer 10 000 personnes dans la boutique en continu, mais qui n'achèteront rien. Donc notre boutique va s'essouffler et on pourra rien vendre. Ça, c'est une technique vieille comme le monde, qui est pas si simple de s'y prémunir, parce que notre service doit rester disponible pour tout le monde. Et comment savoir si la personne est la bonne ou non, c'est une question technologiquement qui est assez délicate. D'accord, en fait c'est des bots en fait qui sont envoyés tous en masse sur un seul et même site pour saturer le réseau. Okay. Tout à fait. Et aussi rapidement nous apprenons à les détecter, aussi rapidement ils apprennent à se cacher de nos systèmes de détection. Ok. Il y en a d'autres ? Ouais, on parle aussi de man in the middle, donc l'homme du milieu. C'est s'interposer de manière silencieuse et complètement transparente entre deux dispositifs. Dispositif réseau, on se connecte à un Wi-Fi public, on croit se connecter à un vrai Wi-Fi public et avoir directement accès à Internet. Finalement, c'est un pirate qui diffuse un faux Wi-Fi, qui va vraiment retransmettre les paquets. Donc on aura l'impression de circuler sur Internet et de pouvoir naviguer librement, mais il écoutera tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment cette idée de s'interposer, ça peut être sur le réseau, sur la session, il écoute ce qui s'y passe et au bout d'un moment, il trouve forcément quelque chose d'intéressant à exploiter. Et puis après, on est à l'attaque classique de mots de passe, qui est soit on en teste 12 000, avec les puissances informatiques qu'on a, donc on peut aller jusqu'à un nombre très très fort d'attaques par seconde, soit de l'attaque par dictionnaire, c'est-à-dire qu'on prend les mots les plus connus, les mots de passe confutés, les plus connus, et on les teste. Et puis après, on peut aller sur un mélange, on peut très bien croiser les types d'attaques, c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un petit peu l'hameçonnage ciblé, qu'on a demandé des informations, qu'on a fait un certain profilage, et ben après, on va pouvoir mieux enrichir son dictionnaire et mieux essayer d'attaquer et de trouver le mot de passe. Mais alors comment on peut se prémunir face à tout ça ? Comment on peut protéger toutes nos données, nos documents de toutes ces attaques ? Y a beaucoup de choses à faire. Bah oui. Forcément. Y a beaucoup de choses à faire. Je distinguerais une utilisation classique d'un utilisateur avec celle des gens dans la tech qui font appel à leur système d'information et qui le construisent et le gèrent au quotidien. Nous, dans la tech, on a un principe qui s'appelle le shift left, c'est-à-dire que les principes de sécurité doivent se penser au tout début de la conception du produit ou du projet. Avant, on avait tendance à tout faire et à la fin, on dit, bon, on sécurise la chose. C'est trop tard, c'est déjà trop tard. Des choses ont été faites, des choses n'ont pas été pensées. Faut toujours se dire que la sécurité, c'est une sorte de grande chaîne et sa résistance globale est liée à son maillon le plus faible. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça qu'un bon système d'information, c'est un système d'information protégé par l'ensemble de ses utilisateurs, où la culture a été diffusée, où l'éducation a été pratiquée. Et voilà, c'est assez complexe. Ce qu'il faut, c'est être maître de ces outils, avoir conscience de notre utilisation, savoir pourquoi on utilise ça, quels sont les effets de bord, d'accord, je donne telle information à tel service, d'accord, j'ai conscience qu'il a ça. Il ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller déposer ses valises dans une boutique du quartier, les récupérer un an plus tard. Il faut être conscient de notre impact numérique, c'est vraiment très important. Et comme conseil quotidien à n'importe quel utilisateur, je pourrais déjà donner celui d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un des aspects, mais c'est très important parce que le meilleur mot de passe, c'est celui qu'on ne connaît pas. Il faut avoir un mot de passe principal, robuste pour son coffre-fort, avec plusieurs types d'authentification. On parle beaucoup de MFA,
Multi-Factor Authentication ou 2FA, Double Factor Authentication, c'est-à-dire que j'ai mon authentification par mot de passe, mais j'ai également une authentification par un petit code envoyé par SMS, etc. Alors je sais, c'est ralentissant, c'est pas forcément très agréable, mais au moins on est sûr. Si on perd notre clé, si quelqu'un nous dérobe notre clé, il faut qu'il ait 2 clés de 2 natures différentes. On commence à multiplier les facteurs, c'est important. Tu parlais de sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité, etc. Et là, tu parles de gestion de mots de passe. C'est quelque chose que tu as fait ici à My Serious Game, où tu as fait plusieurs interventions pour sensibiliser les gens justement à l'importance de la sécurité de nos données. Et tu as mis en place justement un système de gestionnaire de mots de passe. La première réticence que tu as eue, de moi y compris, c'est toujours cette crainte de se dire ok, on met tous nos œufs dans le même panier, on a un gestionnaire de mots de passe avec tous nos mots de passe à l'intérieur. Est-ce que c'est pas s'exposer finalement à un risque encore plus grand de perdre finalement les accès à tous les sites si ce mot de passe vient à être découvert Oui. C'est vrai, c'est une bonne question, ça fait peur. On se dit d'accord, je vais avoir des clés complexes, mais en attendant, toutes mes clés, je vais les mettre dans le même coffre-fort, qui s'ouvrira qu'avec une clé. Alors la réalité, c'est que ce coffre-fort, il faut surtout pas l'ouvrir avec une clé. Il faut multiplier les facteurs. On parle de 2FA, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On peut pratiquer plein de choses. Ensuite, il faut toujours avoir un système d'audit, c'est-à-dire il faut pouvoir vérifier qui a ouvert mon coffre-fort, à quelle heure, à quel moment, et avoir des retours très rapides. C'est très important dans la sécurité. On peut pas sécuriser sans surveiller. Et puis, il y a la très grande croyance, tu l'as bien dit, c'est oui, mais moi, mon système de mot de passe, il est très malin, puisque j'ai un mot de passe de base, puis en fonction du site ou du service dans lequel je vais me connecter, j'aurai une petite variante. Voilà, j'aurai une petite variante, je vais changer mon caractère spécial, puis je vais mettre quelque chose en rapport avec ce site. Alors j'ai envie de dire oui, l'idée de base était très bonne, c'est vrai. Sauf que le site X a perdu le mot de passe une fois. Bon, les pirates vont l'ajouter dans leur dictionnaire maintenant. Très bien. Le site Y va aussi perdre son mot de passe. Les pirates vont l'ajouter au dictionnaire. Puis s'ils sont un peu malins, qui ciblent un peu, ils vont se dire « Attends, ces données du site X, c'était AZERTY XX, d'accord ?» Après, le risque, c'est d'aller sur des sites X aussi. Ah, je ferai pas de commentaire là-dessus. Mais le site Y, c'était AZERTY YY. Il va comprendre le pattern, le gimmick, et ce sera absolument pas sécurisé. Tout à l'heure, je disais que le meilleur mot de passe, c'est celui qu'on connaît pas. Et l'idée, elle est vraiment là de générer un mot de passe aléatoire. Y a un double impact là-dessus. On parle de sécurité, mais moi j'aime beaucoup parler de charge mentale d'une certaine manière. L'informatique, ça peut très vite être lourd dans notre cerveau, en continu. Moi j'ai envie de me souvenir de plein de choses, mais certainement pas des centaines de mots de passe que j'utilise au quotidien. Donc je préfère qu'ils soient générés aléatoirement. Le jour où le site m'informe d'une fuite de données, qu'est-ce que je fais ? Je fais mot de passe, renouveler mon mot de passe ou mot de passe oublié. Je régénère un mot de passe aléatoire d'une 60aine de caractères. Et voilà. Ça me fait penser à 2 points. C'est que déjà, les sites ont souvent des contraintes particulières par rapport au mot de passe. Celui-là, il veut 2 caractères spéciaux et un chiffre, et enfin voilà. Donc on peut pas avoir le même mot de passe partout de toute manière. Maintenant, ce que tu dis par rapport au mot de passe oublié, est-ce que c'est pas une faille aussi, ça ? N'importe qui pourrait, parce qu'on a tous eu des notifications de tentatives de récupération de mot de passe qu'on n'a jamais sollicité en réalité. Comment se protéger contre ça ? Parce que du coup, ce que tu dis, c'est aussi une faiblesse, en fait, en termes de cybersécurité. Effectivement. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à un collègue qui m'expliquait que pendant un certain temps, lui me renseignait systématiquement n'importe quoi pour n'importe quel site en mot de passe. Et quand il voulait se connecter, il faisait mot de passe oublié. Et je trouvais ça assez drôle parce que j'ai pas réellement d'avis si c'est une très bonne pratique ou pas. Je pense que c'est pas si mauvais que ça. Simplement, faut être conscient que oui, le garant de la sécurité de ce système, c'est notre adresse mail. Donc notre adresse mail, il faut effectivement qu'elle soit extrêmement bien sécurisée. Et là, on vient au début, c'est une authentification à plusieurs facteurs.
Donc du coup, nous, très concrètement, chez MySerious comment on traite les données, comment on les sécurise, si tu peux le révéler, justement, qu'on donne pas toutes les clés dans ce podcast, mais comment nos clients peuvent s'assurer que, voilà, nous, on a leurs données au chaud, bien protégées, et que personne pourra y accéder? Oui, effectivement, je vais rester un peu flou. Après, je peux en dire suffisamment pour que ce soit intéressant et pour rassurer tout le monde. Déjà, à MySerious Game, on applique le principe de moindre privilège. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des droits administrateurs à quelqu'un qui n'est pas administrateur. Les comptes administrateurs sont très, très, très réduits. Et encore, n'est pas administrateur de tout. On essaie de faire ce qu'on appelle des policies le plus finement possible, c'est-à-dire de régler les droits et permissions au plus proche de l'usage et de s'y tenir. Donc ça déjà, c'est un premier point qui est assez intéressant. Le deuxième point, c'est la manière de les stocker. Nous, on stocke beaucoup chez des cloud providers, plusieurs cloud providers pour pas les citer, et on sépare tout usage de tous les clients. C'est-à-dire que il serait très très compliqué si un attaquant réussissait à s'introduire dans un système C d'escalader dans le système E. Tout est très bien cloisonné. Sur le même principe, on a les droits de moindre privilège. On a une triple authentification pour les cloud providers et tous les développeurs n'ont pas du tout accès aux données. Lorsque je fais du front, j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe dans la base de données. On peut aller sur un niveau supérieur en sécurité qui est de chiffrer tout ce qui se passe dans notre base de données. C'est quelque chose qu'on pratique très régulièrement et c'est déjà pas mal de choses. Évidemment, on applique tous les patchs de sécurité sur nos serveurs. Et puis, on s'appuie aussi sur les outils que fournissent les cloud providers. C'est-à-dire que nous sommes essentiellement en serverless et nos bases de données sont très protégées en termes de réseau. En serverless, c'est-à-dire ? Ça pourra faire l'objet d'un podcast, le serverless, je pense, mais le serverless, c'est que notre serveur ne tourne pas forcément en continu. Enfin, son réveil est régi par certains appels réseau. C'est pas très clair comme ça, mais... C'est pas très clair. Disons que normalement, pour héberger une solution, on fait tourner un serveur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, si un utilisateur ne demande pas à l'instant T d'utiliser le site web, son back-end est en dormance. Okay. Donc ne consomme pas d'énergie et est un petit peu moins exposé. Ok. Est-ce que les choses ont changé en termes de règles, de pratiques suite à différents événements externes? Je pense par exemple aux réglementations RGPD, à la crise du Covid. Alors oui, les pratiques évoluent. Déjà, on en a parlé au tout début. Ça se professionnalise. Clairement, il y a de l'argent à faire. Les États, ils sont depuis très longtemps. En termes on parle de cyberguerre. Constamment. Faut lire les rapports de l'ANSSI, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont en guerre d'une certaine manière sur le numérique pour ça. Donc oui, le cyberespace est en tension constante, mais elle touche particulièrement les TPE, les PME et les collectivités territoriales énormément et les établissements publics de santé. Oui, il y a eu pas mal de cas. Exactement. Pourquoi ? Parce que les gros établissements publics ont les capacités, ont les moyens de se protéger. Les PME, les TPE, pas forcément. Elles ont évolué vite, et quand on évolue vite, on sait très bien qu'il y a de la casse. Il y a de la casse, on n'a pas forcément les moyens pour penser ça dès le début. On n'a pas forcément quelqu'un qui est en capacité d'évaluer ça et de construire autour de la sécurité tout du long de la croissance de l'entreprise. Et on sait que ce sont des entreprises qui risquent de payer. Donc, je sais que 40% des rançongiciels, ransomware, traités ou rapportés à l'ANSSI en 2022 étaient pour les TPE, PME. Donc, c'est phénoménal. Et qui va... est-ce que tu... Enfin, c'est compliqué comme question, j'imagine, et à moins que t'en connaisses un, de toute façon, tu nous le dirais pas. Qui va attaquer un hôpital en sachant pertinemment que en bloquant l'accès à des données, il met des vies en jeu
Quel type de personnage fait ce genre de choses? C'est quoi? C'est des mecs à l'autre bout du monde? Enfin, c'est... Je pense que pour certains, l'argent n'a pas d'odeur et c'est pour beaucoup de personnes, je pense. Et du moment que ça rapporte de l'argent, c'est bon. Puis après, il peut y avoir aussi des causes, des raisons éthiques ou politiques ou de toute manière. Enfin voilà, c'est un espace sur lequel on peut faire la guerre. Nous sommes chez nous, dans notre chambre, on sort pas et on peut participer à des attaques collectives. C'est une autre forme d'activisme, de criminalité. Voilà, on a une transformation. Mais donc les hackers n'ont pas de profil particulier, ils sont juste derrière un anonymat qui leur permet de faire n'importe quoi sans aucun scrupule. Non, les hackers n'ont pas de profil et c'est assez intéressant. Bon, il y a plusieurs typologies de hackers. Il y a le hacker suprême qui est recruté par l'État, qui est un petit génie qui a passé beaucoup trop de temps seul devant son ordinateur et dès le plus jeune âge. Mais ça, c'est peut-être 1% des personnes. De l'autre côté, on parle des script kiddies, c'est-à-dire c'est des personnes donc c'est des gamins, qui récupèrent des bouts de code à droite, à gauche, qui comprennent rien, qui les exécutent. Et au bout d'un moment, quand on ratisse large, on finit toujours par trouver quelque chose. C'est assez intéressant d'ailleurs de faire l'expérience quand on est dans l'informatique, de mettre en ligne un serveur et de l'exposer publiquement et de voir que au bout de 5 minutes, il y a déjà des tentatives de connexion. Parce que perpétuellement, il y a des robots qui tapent toute machine connectée. Et alors, dès lors qu'on la laisse 24 heures, les attaques sont un petit peu plus personnalisées ou pas. Enfin, c'est réel. L'exposition est là. Avec Internet, on s'est affranchi des limites de distance et donc de temps. Et du coup, ça va vite. Tu parlais de la RGPD tout à l'heure. Oui. La RGPD, ça a eu un impact. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de choses négatives, mais la RGPD, ça a eu un impact très positif. J'aime bien ce qui s'est passé avec la RGPD, même si ça a parfois été compliqué pour beaucoup d'entreprises et je pense que ça le reste encore. Mais la RGPD permet réellement de porter un regard sur les datas qu'on manipule, donc qu'on stocke, qu'on utilise. Ça éveille réellement les consciences. Et je pense que globalement, ça augmente le niveau de maîtrise sur les datas qu'on a. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. Il y a quelques années, avoir des données personnelles, on nous regardait un petit peu bizarrement quand dans la tech, on disait « Ouais, attention, on a des données personnelles. » On comprenait pas trop. Là, au moins, le cadre a été fixé, obligé. Donc, on a une élévation de la conscience, c'est agréable. Et le Covid, parce que c'est vrai que du coup je suis parti sur essayer de comprendre qui étaient les petits méchants qui attaquent les hôpitaux, mais il y avait aussi la deuxième partie de la question, est-ce que le Covid a changé aussi des choses par rapport à nos pratiques et tout, parce que du coup tout le monde s'est retrouvé hyper connecté d'un coup chez soi, avec sûrement beaucoup de mauvaises pratiques, beaucoup de gens qui ont été forcés de digitaliser leur process et tout, et qui avaient peut-être pas la culture pour se prémunir face aux attaques. Oui, effectivement, nos usages numériques, ils ont évolué très très rapidement. Et quand quelque chose évolue très rapidement, on sait très bien qu'il est pas maîtrisé tout du long. C'est arrivé vite. Les collectivités territoriales n'étaient pas forcément prêtes. Dans le système éducatif, il n'y avait pas de recommandations générales au début du moins. Et c'est vrai que forcément, plus on fait des choses à distance, plus on manipule le service d'information et plus on déborde de partout. On en met partout et forcément, ça se répercute sur les attaques. Donc oui, les attaques ont été foisonnantes, d'autant plus que c'était un moment critique. D'un point de vue business, c'était pas forcément très simple pour chacun. Et comme on en mettait partout, les attaques, il y a eu une recrudescence d'attaques et le système était très 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 fragile. Oui. Il y a une corrélation entre Oui, bien sûr. Mais après ça accroît rapidement et on y reviendra, on regardera nos usages et on essaiera de les maintenir et de les sécuriser à nouveau.
Et toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, donc l'IA, la blockchain, les objets connectés, forcément, ça a aussi un impact sur le nombre d'attaques, parce que je pense à l'IA sûrement qui est capable d'écrire du code pour créer des attaques ou déceler des failles. Tous les objets connectés. Je me rappelle d'un épisode d'X-Files où je crois que c'est Mulder ou Scully qui est coincé à la maison parce que les volets deviennent fous, ils ne veulent plus s'ouvrir. Mais oui, non, c'est réel. C'est réel. Ouais. L'Internet des objets, c'est des failles énormes. C'est des failles énormes, l'Internet des objets, parce que ces objets ne reçoivent généralement jamais de mise à jour. Et les failles peuvent même aller... donc on distingue deux failles, des failles logicielles, qu'on peut patcher, c'est-à-dire en faisant une mise à jour, d'une faille hardware, donc matérielle, qui elle, à moins de rendre l'objet au constructeur et qui nous le ramène en ayant modifié 2-3 composants, ça restera une faille tout le temps. L'Internet des objets, oui, c'est des objets peu chers, exposés sur Internet, qui n'ont pas toujours besoin d'être exposés sur Internet, mais comme notre maîtrise de l'outil n'est pas forcément toujours poussée, ça les expose. Donc oui, l'Internet des objets, c'est très dangereux. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires assez rigolotes oui, je me suis retrouvé bloqué chez moi parce que quelqu'un a changé le mot de passe de ma serrure connectée ou a mis une autre empreinte digitale, bien sûr. La blockchain, c'est un peu plus délicat. La blockchain, au contraire, je pense que ça va permettre de sécuriser certaines choses, surtout dans la traçabilité. La blockchain a été pensée pour ça avant qu'on la tourne en monnaie. Mais la blockchain a été pensée pour un souci de traçabilité décentralisée. Et l'IA, c'est super intéressant parce que tu mets en avant les bouts de code qui vont être générés, oui, mais pas que. Pensons au deepfake. Ton téléphone qui sonne, la voix de ton CEO. Oui, bonjour Clément, je suis bloqué. Tu peux me rappeler c'est quoi le mot de passe de ça ? Ouais. Voilà. Mais comme tu travailles à My Serious Game, tu n'auras pas le mot de passe de ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ah, c'est chouette. Je suis rassuré. Mais pareil, oui, imiter le visage aussi, peut-être pour unlocker des téléphones, par exemple. Oui, on peut imaginer. Ce qui est souvent intéressant, on réfléchit souvent en attaque directe, c'est-à-dire que l'IA va me générer un visage qui déverrouillera mon téléphone. Mais ce qui est intéressant, c'est, c'est un facteur, on va pouvoir enrichir notre attaque. C'est-à-dire que l'IA, peut-être qu'elle va faire une recherche ultra personnalisée sur nous, de manière très automatique. Toutes les traces qu'on a laissées sur Internet, ça va pouvoir faire un profil très personnalisé de nous. De là, on va pouvoir attaquer nos proches. Nos proches vont pouvoir nous donner d'autres informations. Et à mon avis, on va avoir une recrudescence du phishing, vraiment des trucs globaux, mais qui seront trop personnalisés, très forts. Tout ce qui est scam, arnaque, ça va être très poussé. Ça connaîtra notre nom, ça pourra peut-être nous parler un peu de notre mère, enfin, ça va aller loin. Et donc, je pense qu'il est grand temps de se reposer de repenser nos usages, de faire une liste exhaustive de ce qu'on utilise, pourquoi, et pas forcément toujours multiplier les outils, parce que dès qu'on utilise quelque chose, c'est important de le maîtriser et ça prend du temps de le maîtriser. Et alors, du coup, comment tu fais pour sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise à ces problématiques ? Avant tout, la sécurité, c'est une question de moyens respectifs. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais définir un système d'information sécurisé. Ça n'a pas de fin en soi. On peut toujours prendre la métaphore d'une banque ou d'un coffre-fort, ce type de choses. On a beau faire tout ce qu'on peut, si les moyens en face de nous sont nettement supérieurs aux nôtres, on arrivera à rentrer dans la banque et les coffres-forts. Donc, déjà, il faut avoir cette conscience-là que sans moyens, on ne fait pas de sécurité. Donc, qui dit moyens aux équipes techniques, mais moyens d'éducation, de culture, pour propager, diffuser réellement toutes ces notions et rassurer les gens aussi, parce que la sécurité, c'est pas faire peur, hein. Parce que quand on fait peur, on devient un petit peu idiot et pas intéressant. L'idée plus, c'est de redonner confiance en chacune et chacun pour pouvoir maîtriser nos usages et devenir fort.
quelles sont les clés que tu donnes à tes collaborateurs, des clés concrètes pour reconnaître les dangers, pour éviter les menaces en ligne? Mais comme avec l'actu, l'esprit critique. Déjà, dans un premier temps, l'esprit critique. Je reçois un mail, c'est signé Clément. Ouais, mais l'adresse mail, elle est un petit peu bizarre. Aujourd'hui, on se fie pas mal aussi aux tournures de phrases, à la manière d'écrire les choses, la mise en page, etc., la police. Alors c'est vrai, mais malheureusement, avec l'IA, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, on peut se référer aux choses de base, c'est quelle est cette adresse mail ? Parce que faut faire attention avec les adresses mail, on peut souvent dire c'est envoyé de Clément, mais finalement l'adresse mail c'est tartampion@.com. Donc faut juste l'afficher, vérifier. Cette adresse mail, elle est bizarre. Deuxième chose, une demande inattendue. C'est bête, hein, mais voilà. Est-ce que je t'ai déjà appelé pour te demander de me faire un virement immédiat ? Non. Il y a peu de chances que ça se passe. Voilà, vraiment faire appel à notre esprit critique et pour se poser les bonnes questions et démasquer nos attaquants. Pour toi, les menaces futures, alors j'imagine que tu n'as pas de boule de cristal, mais comment tu vois la cybersécurité se développer ? Quelles vont être les menaces à l'avenir ? T'en as touché 2 mots tout à l'heure quand même par rapport à l'IA, etc. Mais pour toi, ça va aller là-dedans ? L'IA, c'est la plus grosse menace à laquelle on va faire face par rapport à la cybersécurité ? Je dirais que l'IA, c'est un vecteur de rapidité. Ça va accélérer les choses, effectivement. On va foncer vers un monde où voilà, les attaques seront plus propres, plus poussées, plus vraiment fausses ou faussement vraies. Mais voilà, on va aller là-dedans. Je pense qu'il y a quand même une culture qui se diffuse et là-dessus je suis assez positif. Tout le monde comprend, tout le monde ne trouve pas si chiant que ça la sécurité par rapport à il y a quelques temps. Je pense que c'est devenu un petit peu moins austère, on arrive à la vulgariser et puis chacun se rend bien compte que c'est plus que dans le monde professionnel, c'est aussi dans mon quotidien. J'ai pas envie de me faire voler ma carte d'identité, j'ai pas envie de recevoir des PV de n'importe où, donc j'essaie de maîtriser. Le problème, c'est que les niveaux de sécurité, ils sont hétérogènes, et là-dessus, voilà, les attaquants vont continuer à mettre le pied dans la porte, à trouver l'élément le plus faible, et c'est à nous de se renforcer, de s'entre-renforcer, diffuser des conseils et des principes et prendre le temps d'éduquer chacun. Pourquoi pas avec un serious game ? Pourquoi pas ? Quelle idée ! Quelle idée ! Je vous renvoie d'ailleurs à nos podcasts sur Mazars et également le Crédit Agricole Consumer Finance où on traitait déjà de solutions pour la cybersécurité. Mais à part par la formation, comment les professionnels aujourd'hui se préparent aux défis futurs ? On monte en niveau de qualification, en spécialisation. À l'époque, c'était l'administrateur qui gérait la sécurité. Maintenant, on a des équipes dédiées à la sécurité. On a des équipes qui recherchent des bugs en continu. On se base aussi sur la recherche publique, c'est-à-dire que, les grands éditeurs proposent des programmes de bug bounty, ce qu'on appelle. Et si on trouve une faille avant eux, on les contacte, ils nous donnent de l'argent. Ça fait partie un petit peu du shift left, c'est essayons d'intercepter l'attaque avant qu'elle vienne vers nous et rendons-la attractive d'une certaine manière. C'est combattre le feu par le feu, avec les hackers qu'on retourne pour le bien commun. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent en ce qu'on appelle en white hat. Ouais. Voilà, parce que le mot hacker, on pourrait il est à décliner quand même. Et en informatique, on parle de black hat, white hat. Et oui, il y a des gens qui attaquent continuellement des systèmes. Il y a des gens qui pratiquent l'audit, qui vont venir, mais bon, je leur ai donné l'autorisation et ils vont attaquer le système toute la journée, toute la semaine, pendant le mois. Puis ils vont me faire un rapport. Et faut pas avoir peur d'attaquer les choses. Je pense que ce principe est assez intéressant. Faut toujours se demander, alors je parle d'un point de vue un petit peu plus haut dans l'informatique, je demande pas à tous les utilisateurs de se demander comment ils pourraient s'attaquer, même si c'est un raisonnement qui est super intéressant.
Mais dans l'informatique, oui, on se demande toujours, ok, d'accord, et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, comment je pourrais perdre le contrôle, comment on pourrait m'attaquer? Et ce raisonnement est de plus en plus parmi nous, et c'est assez agréable. Donc il y a des cyberjusticiers parmi nous qui veillent sur nous, pauvres ignorants. Bien sûr. Il y a des gens qui cherchent des failles de sécurité au quotidien et qui les révèlent aux éditeurs de manière privée. Comme ça, ils peuvent les patcher, publier le correctif, et puis après, ils les diffusent publiquement. Et là-dessus, on gagne aussi en mettant en commun nos connaissances. Avant, on était au tout début, non, mais puis après, ça a été assez fermé. L'open source était l'avenir et sera l'avenir toujours. Tu peux développer ça, l'open source, pour ceux qui... L'open source, oui, effectivement. L'open source, c'est rendre public le code, ce qu'on fait. Donc, pouvoir accéder à ce qu'on écrit, ce qu'on utilise, avec un système de licence. Donc, les licences régissent le droit d'utiliser, de reproduire, de faire du business avec ou non. Mais oui, ouvrez vos sources parce que c'est pas en les fermant que vous aurez plus de sécurité. Si vous les fermez, vous pouvez toujours vous dire « Oh, je m'en fous, je laisse traîner un petit truc un peu nul, là, de toute façon, c'est pas lu publiquement. » Déjà, cette pression d'être lu publiquement, elle est intéressante. Ensuite, demain, quelqu'un de bien intentionné, et les gens bien intentionnés sont plus nombreux que les gens mal intentionnés, pourra vous dire « Ah oui, fais attention, là, tu as fait une petite erreur. » Ou même, là, on parle de sécurité, mais même si on veut parler de fonctionnalité, les outils publics ont un développement 1000 fois plus... Enfin, par public, j'entends open source, mais ont un développement beaucoup, beaucoup plus prospère. Parce que demain, j'ai besoin de cet outil-là, mais il manque la fonctionnalité qui me permet d'afficher ça de telle manière, je sais le faire, je le fais, j'envoie le code, ça profite à tout le monde. Et justement, ces outils, on peut faire confiance à tous les outils qui prétendent vouloir nous protéger. Je pense aux antivirus, je pense aux gestionnaires de mots de passe aussi. Est-ce qu'on peut réellement se fier à n'importe quel outil qu'on utilise pour notre cybersécurité? Et non. Clairement non. On a dit esprit critique. Donc qui dit esprit critique, on se renseigne, on pose des questions. En France, on a un organisme qui est là pour ça, l'ANSSI, que je ne cesserai de citer. Ils diffusent une liste d'outils recommandés, audités par eux-mêmes. Donc ils ont testé, ils vérifient. Et très souvent, les outils complètement fermés en source, on les recommande pas. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas les auditer d'un point de vue sécurité. Et nombre d'outils qui se disaient super sécurisés, finalement, faisaient n'importe quoi en interne. On a un grand exemple d'un très mauvais gestionnaire de mots de passe russe, que je ne citerai pas, qui avait une génération de mots de passe qui était complètement basée sur de l'aléatoire complètement fixe. Pour les gens un petit peu tech, c'était basé sur ce qu'on appelle le timestamp, c'est-à-dire le temps à l'instant T en secondes, absolu, peu importe le fuseau horaire. Si tant est que toutes les personnes générant un mot de passe aléatoire, avec des guillemets, à ce moment-là, avaient le même. On se rend bien compte de la problématique. Pourquoi ? Parce que à l'instant T+1, on peut regarder tous les instants passés et déterminer quels étaient les mots de passe des gens générés de manière pseudo-aléatoire. Donc non, les outils autoproclamés sécurisés ne le sont probablement pas. Et quoi de mieux que se faire auditer par un service externe pour prouver notre bonne foi. Toi, tu recommandes quoi aujourd'hui ? Là, on va laisser quelques petits cadeaux à nos auditeurs parce que là, on a quand même bien couvert le sujet. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses une liste de, 10 recommandations pour améliorer sa cybersécurité et des outils que tu conseilles pour se blinder au maximum face aux différents types d'attaques actuelles. Ouais, ok. Alors, je l'ai dit, utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est super important. On a parlé sécurité, on n'a pas parlé souveraineté des données. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un long podcast, mais c'est... En deux mots, c'est quoi ? Tout aussi important, être maître de ses données. Ouais. Donc ça rejoint la RGPD d'une certaine manière, mais là, c'est réellement où elles sont hébergées.
On a le Patriot Act aux États-Unis, qui est une loi qui, d'une simple décision étatique américaine, on peut rapatrier des données dès lors qu'elles sont hébergées par une boîte, une entreprise américaine. Donc attention à ça. C'est pas que je veux faire un cocorico, mais on n'a pas les mêmes lois et voilà, il y a de la géopolitique qui rentre en jeu. Donc lorsqu'on héberge des données sensibles, on fait attention où elles sont hébergées. Donc pour revenir au gestionnaire de mots de passe et aux outils que j'allais donner, si on a une utilisation seulement locale ou avec un système de synchronisation totalement gratuit, totalement open source et recommandé par l'ANSI, on a KeePass XC pour sa version un petit peu plus jolie, mais c'est un système très pratique qui permet de... P-A-2-S. Ouais, XC, tout à fait. Ça permet de générer ces mots de passe de manière aléatoire. Sinon, moi, je recommande aussi Bitwarden, qui est open source et qui maintenant propose un hébergement européen. Après, il y a la maîtrise globale de son outil informatique. On n'installe pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On lit ce qui se passe aussi. J'installe un programme, il veut avoir la maîtrise totale de mon ordinateur. Bizarre, non? C'était une appli pour regarder les photos. Un peu bizarre cette affaire. C'est le cas sur les smartphones, hein. Quand on télécharge des applis, ils demandent à avoir accès à nos contacts, à notre caméra, à tous ces trucs-là. Effectivement. Mais forcément, on est obligé d'accepter si on veut qu'elle marche. On est obligé d'accepter si on veut qu'elle marche, oui, effectivement. Est-ce qu'on veut absolument qu'elle marche au prix de toute cette perte de privacy? Voilà, c'est une question d'éthique à trancher avec soi-même, mais lorsqu'on parle de sécurité, effectivement, non. Pourquoi cette appli de photo aurait besoin d'avoir accès à mes contacts, lire mes SMS, savoir ce que je tape? Non. Clairement pas. C'est vrai on est monté dans un outil informatique de plus en plus beau, qui fait tout à notre place, etc. Mais quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et l'idée, elle est là. Maîtriser sa machine, assez important. Non, on laisse pas sa machine sans mot de passe. Effectivement, les outils, si on reprend les types d'attaques, on veut se prémunir du rançongiciel. Qu'est-ce qu'on fait? Nos données, on fait des sauvegardes régulières, de préférence dans un endroit pas connecté à Internet, parce que qui dit pas connecté à Internet dit sans y avoir accès de manière physique, je ne pourrais pas les compromettre. Un disque dur externe, par exemple? Pourquoi pas un disque dur externe, un NAS sur son réseau local. Bon, après, là, ça demande un petit peu plus de configuration, mais oui, effectivement, un disque dur externe. Alors après, attention, il y a l'histoire aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier. Le disque dur externe, c'est chouette, mais s'il contient toute ma vie depuis 10 ans et que il tombe par terre, j'aurais un petit peu envie de pleurer. Donc dans 2 disques durs externes. On avait dit, la sécurité est une question de moyens respectifs. Là, on est dedans. Le hameçonnage, du coup, utiliser des boîtes mail assez réputées, qui ont déjà quand même des filtres d'entrée assez puissants. Exercer son esprit critique par rapport à tous ces mails qu'on reçoit. Bizarre que je vienne de gagner 450 €. Les impôts me remboursent encore 150 €. Et donc, non, pas ce mois-ci. Bizarre. J'ai encore une amende. Malheureusement, ça, parfois, c'est la vérité. Mais oui, non, tu ne reçois pas des amendes tous les jours. Pareil, ton colis bloqué. Attends-tu vraiment un colis? Elle est bizarre, cette adresse mail. Pour les dénis de service, en termes de particuliers, on peut pas réellement s'y prémunir. De toute manière, on n'héberge rien. Pour le man in the middle, oui, faire attention au Wi-Fi. On se connecte pas sur un Wi-Fi qu'on ne connaît pas. Ou on peut utiliser un VPN, pourquoi pas. Alors attention aussi à l'impact du VPN. Parce que là, le VPN, on en a entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de pubs sur YouTube. Oui, aujourd'hui, oui. Tout le monde veut avoir un VPN. Tout le monde veut avoir un VPN. Alors un VPN, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il est bien de redéfinir la chose. C'est un réseau privé virtuel. Pour vulgariser, on va se connecter à Internet et on va aller se connecter directement à une autre machine qui, elle, ira faire les recherches pour nous.
et le tunnel entre les deux sera un tunnel sécurisé. Les informations qu'on fera transiter par ce tunnel seront chiffrées et, en l'espérant, incassables et inviolables. Donc ça a plusieurs répercussions. Déjà, la machine A avec laquelle je me connecte à Internet ne sera pas vraiment celle qui fera la demande. Ça, c'est un des arguments marketing, notamment j'ai envie d'accéder à tel film qui n'est pas encore sorti dans ma région, je me connecte à un VPN dans une autre machine. Mais c'est un deuxième aspect qui est, voilà, le tunnel est sécurisé. Quand je transite régulièrement avec des Wi-Fi publics un petit peu bizarres, c'est nécessaire, complètement. Il y a un terme aussi, parce que c'est vrai que VPN, j'avais pas pensé à évoquer ça. Il y a un autre mot aussi qui est très connu du grand public, c'est le cheval de Troie. Est-ce que c'est lié notamment aux attaques rançongicielles ? C'est ça c'est via un cheval de Troie qu'on peut être infecté. Ça pourrait. L'idée du cheval de Troie, elle est comme dans la mythologie grecque. C'est on fait rentrer quelque chose sous couvert d'être un grand et beau cheval, et puis à l'intérieur, ça va avoir une attaque. Donc c'est plus des typologies d'attaques, comme avant on pouvait parler de vers, de worm qui se répand. Maintenant on mélange souvent un petit peu tout, et ce qui compte, c'est pas faire rentrer chez nous quelque chose qu'on ne connaît pas réellement. Ouais, maintenant, je sais que on peut attacher par exemple un cheval de Troie à une image. Et quand on pense à certains outils qu'on utilise tous aujourd'hui, comme WhatsApp par exemple, moi WhatsApp qui m'a pourri mon téléphone parce que je reçois des photos et qu'en fait c'est pas du tout hébergé sur un serveur, mais c'est hébergé directement sur mon téléphone. En fait, un logiciel très grand public comme WhatsApp peut me faire télécharger des images qui potentiellement sont infectées sans que je puisse rien y faire en fait. Bien sûr, mais ça reste des médiums. Je veux pas les défendre parce que je pense qu'ils mettent quand même en place un certain nombre de sécurités, mais avec les moyens qu'ils ont, ils en mettent probablement pas assez. Mais ça reste un médium, donc oui, j'ai envie de t'envoyer quelque chose de malveillant. Malheureusement, ça va te l'envoyer et tu vas le recevoir. La dernière porte à ça, c'est: veux-tu vraiment regarder mon image un petit peu bizarre alors que je ne t'envoie jamais d'images un petit peu bizarres? Ouais, je reçois surtout des images rigolotes de ma mère, mais je doute qu'elle puisse attacher elle-même un cheval de Troie sur cette image, et pourquoi le ferait-elle ? Voilà, donc finalement je suis assez safe, c'est cool. Écoute, on a plein d'infos, c'est super. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un dernier conseil peut-être, ou un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble ? Eh bien, pas oublier que, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne pas oublier que la sécurité est liée au maillon le plus faible de notre système et de notre collectivité. Donc toujours entraîner ses collègues les moins forts à plus de conscience et de sécurité. En tout cas, il ne tient qu'à vous de ne pas être ce maillon faible. Merci beaucoup Florian pour toutes ces astuces et nous avoir éclairé un petit peu plus sur la cybersécurité. Merci Clément. Et j'espère que de votre côté, vous allez mettre en pratique toutes ces petites astuces pour le bien de tous. En tout cas, sachez que vous ne risquez absolument rien à vous abonner à la chaîne Digital Learning Makers sur Spotify, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.